Bonjour, donc Régis Ravalec, je suis groupe Data Officer chez Engie. Et là, je vais en fait vous raconter une petite histoire, l'histoire d'il y a 1 an ou 2, lorsque j'étais CTO d'une filiale d'Engie qui s'appelait Ecometring. Ecometring, en gros, c'était une filiale qui avait pour vocation à être très prospectif dans toutes les technologies de demain et essayer d'éprouver justement toutes ces nouvelles techno, alors que ce soit dans le domaine du cloud, des nouvelles technologies, mais aussi dans le domaine de l'énergie. Donc il y a 3 ans, on a engagé un projet de smart metering, concurrent de Linky certainement, qui visait en fait, on avait mis au point un brevet, un lecteur optique que l'on mettait sur tout type de compteur, qui permettait donc de convertir une donnée analogique, un tour de roue, un chiffre ou même une impulsion d'une LED, en une information numérique. Et cette information, on la captait toutes les minutes. Et on l'a remonté suivant une chaîne de collecte assez classique vers le cloud pour faire de l'analytique et notamment offrir du service à vous et moi qui étaient des services d'efficacité énergétique, de savoir un petit peu ce que vous consommiez. Et le fait de capter la donnée à la minute, ça permettait de faire ce qu'on appelle de la désagrégation, d'essayer d'identifier quel appareil électrique était en train de consommer chez vous et un peu trop. Et par des systèmes un peu de streaming temps réel, on était capable de dire éventuellement de faire de l'alerting, en gros en disant vous quittez votre maison ou votre femme quitte votre maison, elle a oublié le fer à repasser ou éventuellement le four. Boum, automatiquement par l'analyse de la courbe de Charles, on était capable d'envoyer une alerte et vous disant attention, vous avez laissé certainement un appareil électrique branché. Mais au-delà de ça, ça va beaucoup plus loin que simplement du smart metering, puisque l'enjeu des années à venir, ça sera ce qu'on appelle le Home Energy Management System. C'est comme vous et moi, vous savez que la loi de transition énergétique est passée, que vous pourrez faire de l'autoconsommation. Donc c'est être capable de gérer à l'échelle d'une maison un système intelligent qui va vous permettre de consommer ce que vous avez produit à partir de vos panneaux, votre éolienne dans le jardin, de le stocker, de le consommer et éventuellement de le revendre. Ça, on a la possibilité dans les systèmes futurs de trader. C'est-à-dire vous partez en vacances et vous gagnez de l'argent. C'est-à-dire que vous revendez votre électricité même quand vous êtes en vacances. Vous payez un petit peu les vacances. Et en même temps, si vous avez une voiture électrique, c'est pareil, c'est utiliser votre batterie pour servir de stockage et éventuellement la charger. Voilà. Donc il y a tout un système de gestion de règles assez évolué qui est en train de se déplacer, je dirais, de systèmes un peu centralisés vers des échelons très très locaux. Donc au-delà de la partie simplement IoT, je vais un peu étendre et généraliser mon discours en disant quelle est la problématique en tout cas de gérer du soft distant. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est pas que l'IoT, mais c'est aussi gérer du soft distant. Et j'ai un peu noirci le trait, mais aujourd'hui, après, avec ce retour d'expérience, je suis capable de dire que si vous engagez en tout cas un projet IoT ou de gestion d'un soft distant, et que vous n'intégrez pas la dimension DevOps dès le départ, vous allez à l'échec. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi à travers cette présentation. Alors, j'ai écouté quelques démonstrations et fait quelques interventions. Alors, ça ne sera pas technique, ça sera assez high level. Mais voilà, comme vous et moi, vous lisez la presse, on est en train de nous bombarder de messages divers et variés sur des milliards d'objets connectés, 26 objets connectés par personne d'ici 4-5 ans. Et en fait, globalement, on nous dit tout ce beau monde va vivre dans le meilleur des mondes et vous n'avez qu'à les prendre, les poser et tout ça va bien marcher. On attendait encore sur la blockchain dire tout à l'heure, en gros, les objets vont se parler et puis ça ira très bien et tout service ira bien. Parce que derrière l'IoT, ce qu'il faut bien voir, c'est le service rendu. Ce n'est pas le fait qu'un objet fonctionne ou pas. L'idée, c'est quel service on vous rend. Vous êtes comme moi, peut-être eu un bracelet connecté. Au bout d'un moment, ça y est, la courbe, vous la connaissez. En gros, il finit au fond d'un tiroir. L'objet de l'IoT, c'est bien le service qu'on va vous rendre. C'est savoir qu'est-ce que vous avez acheté et si ce service est rendu. Et donc, l'objet de l'IoT, c'est bien de savoir quelle qualité de service vous allez attendre du service que vous avez acheté. Donc c'est bien celui-là qu'on aura. C'est vraiment dire, OK, on aura des objets, on aura plein de choses dispersées, mais quelle qualité de service, quel service il va continuer à vous rendre. Alors, le deuxième message qui est assez simple, et c'est vrai, on se rend compte que c'est de plus en plus simple.
Hein. J'étais récemment dans un colloque écoquartier et smart cities, hein, puisque l'enjeu aussi des smart cities, c'est tout ce qui est connecté. Et on voit apparaître des communes tout à fait petites. Là, c'est une commune, Saint-Sulpice-la-Forêt, une petite commune de l'Ille-et-Vilaine, qui est au nord de Rennes, 1500 habitants, et qui, avec les baisses de subventions bien connues ces temps-ci, a décidé de prendre son destin en main et a décidé de faire des économies d'énergie et s'engager auprès de ses citoyens de faire 20% d'économies d'énergie sur l'ensemble des bâtiments administratifs, c'est-à-dire les écoles, la mairie, le gymnase, ainsi de suite. Et ils se sont engagés. Électoralement parlant, ils se sont dit on fera 20% d'économies d'énergie qu'on vous redistribuera à la commune. Donc quand on est à ce niveau-là de maturité et qu'on s'engage, voilà, il y a une prise de conscience qui n'est pas prise à la légère. Et ces gens-là l'ont fait avec quoi? Des choses assez simples. Ils ont déployé une antenne LoRa, hein, en gros une antenne de type M2M, c'est le nouveau protocole de communication. Ils ont mis des lecteurs, justement, des objets connectés, des lecteurs sur les différents compteurs. Et puis, ils se sont mis à collecter les informations et à générer derrière un comportement qui vise à ce qu'on ait une économie réellement de 20% dans la commune. Donc, ça reste comportemental, mais c'est basé sur la mesure. Hein, petit à petit, là, ils sont en train de déployer, c'est relativement scalable, et ils sont en train d'imaginer de le revendre à d'autres communes. Hein, ils vont refaire du service, ils ont marketé leur solution, ils revendent à d'autres communes. Et d'ailleurs, ils ont inventé quelque chose d'assez intéressant. Ils ont appelé ce que j'ai appelé le CROD Ops. Bien sûr, hein, vous savez tous comme moi que quand on met des choses comme ça en production, on a des problèmes qui apparaissent assez simplement, hein, systèmes techniques, des systèmes logiciels. Et bien sûr, des gateways, des objets qui étaient un peu répartis partout, tombés en panne. Et donc, ils ont imaginé les Ops collaboratifs. Donc, c'était Madame Michu, qui était à côté du gymnase, qui allait appuyer sur le switch pour relancer. C'était Monsieur Dupont qui allait à l'école, enfin bref, pour vérifier. Bon, bien sûr, ça dure 6 mois, il y a les vacances qui arrivent, les gens ne sont plus là, et puis clairement, la chute, enfin en tout cas, la promesse n'était plus au rendez-vous. Et vous voyez déjà, déjà des communes, des petites communes qui prennent leur avenir en main et qui tout de suite, en fait, sont confrontées aux problèmes, à la complexité de l'Ops. Et si vous n'avez pas imaginé ça avant, hein, si vous n'avez pas imaginé comment maintenir une chaîne comme celle-là, vous êtes vite confronté au problème de la qualité de service que vous avez prévu à vos clients. Alors, comme je disais, au bout d'un moment, voilà le type de conséquences qu'on peut avoir. On est confronté à un problème de qualité de service. La mise à l'échelle reste complexe, hein, on le sait. On ne déploie pas du matériel et du logiciel comme ça. Je veux dire, si les Ops existent, c'est qu'il y a une raison. Et en tout cas, ils sont là pour maintenir cette qualité de service. Et on veut éviter d'en arriver à cette problématique d'avoir plein d'objets et pour lesquels on ne sait plus ce qu'ils font et on ne sait plus quel service ils vont rendre. Donc, concevoir un service, donc je parle bien de conception, concevoir un service logiciel distant, hein, ça se travaille dès la conception. Hein, c'est vraiment le premier message, c'est bien celui-là. C'est de dire, si vous êtes engagé dans un projet qui vise à déployer du logiciel distant, les Ops doivent participer à la conception. Hein, ce sont déjà les garants de l'avenir, en tout cas du service qui va être délivré. Alors, bien sûr, quand on regarde une architecture un petit peu IoT, hein, on est pratiquement en 3-4 morceaux. Hein. Ça peut aller donc du microcontrôleur ou du capteur que vous mettez, hein, qui a son propre OS, son propre langage, qui a son modem, hein, qui transmet ces informations. Donc vous avez un protocole de communication. Vous arrivez sur des gateways, pareil, hein, qui embarquent du logiciel, qui elles-mêmes ont un autre protocole, une autre couche de communication. Vous arrivez dans le cloud, ainsi de suite. Donc quand on cumule l'ensemble des chaînes techniques et logicielles, vous arrivez sur un millefeuille technologique qui est énorme. Hein, et trouver les compétences, on verra autour de la conclusion, trouver toutes les compétences qui sont capables, en tout cas, d'opérer sous ce millefeuille technologique, c'est très, très compliqué. Dans le domaine de l'énergie, on voit bien que l'IoT, en général, et le logiciel déporté va être traité comme un actif métier. C'est vraiment le grand message. Hein. Ce ne sont pas forcément des sociétés qui étaient très axées logicielles. On est là pour porter ce message. Moi, j'ai fait plutôt des télécoms avant et j'ai été un peu recruté aussi pour, je dirais, transformer la société, pour la transformer dans une société qui fait du logiciel.
puisqu'elle a bien compris que les services de demain seront basés justement sur les logiciels qu'elle va déployer et utiliser. Quand on fait du smart grid, donc on le voit bien, quand vous faites de l'autoconsommation, que vous produisez et que demain, vous voulez vendre votre électricité ou votre service à votre voisin, c'est pareil, ce sont des transactions, ça peut se faire sur de la blockchain éventuellement, mais tout de suite, on est sur un système très local d'échange d'informations à base de protocoles de communication et je dirais, de soft. Pour preuve, je dirais, ceux qui essaient d'en faire depuis un petit moment, c'est les télécoms. Donc ça fait, je sais pas, vous avez tous certainement une box ADSL, j'espère. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déménager votre box et de savoir le service qui était rendu et de savoir si ça marchait à chaque fois. Ça fait plus de 10 ans que les télécoms essaient d'avoir un processus très fluide de déplacement d'une box d'un domicile à l'autre. Ça reste très, 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 très compliqué. Il y a toujours des centres d'appel, il y a toujours des personnes dans les boutiques qui vont vous renseigner, il y a toujours des techniciens qui se déplacent. Donc ce n'est pas quelque chose de facile. Et pourtant, vous n'avez qu'un objet qui est une box chez vous. Imaginez que vous en ayez des dizaines chez vous et qui rendent à peu près le même service. Alors, la grande nouveauté, je dirais, qu'on voit aussi, c'est que le temps de créer une version produit physique, on voit que tout de suite, on a 10 versions logicielles qui arrivent. Comment on gère ça, cette dualité entre poser quelque chose physiquement et gérer les évolutions du logiciel? Ça, c'est une grande question. Alors, j'ai illustré ça avec Curiosity, qui est arrivé sur Mars en août 2012. Et à peine arrivé, voilà, un ingénieur qui a dit il faut mettre à jour le logiciel de Curiosity. Imaginez, on annonce qu'il faut. Il l'avait déjà prévu. Il savait que forcément, durant toute la mission, ils allaient être obligés de mettre à jour le logiciel de Curiosity. Alors, les modems, c'est de 2K à 256 kilobits par seconde, donc ça ne se fait pas facilement. Mais en tout cas, là, c'est pareil. Je pense que si les ops n'avaient pas été présents lors de la phase de conception, n'avaient pas été capables de baliser la manière dont ils ont été obligés de mettre à jour le logiciel de façon distante et de façon sécurisée, je pense que le projet était mort. Donc les 6 grands messages, en tout cas, qu'il faut retenir, c'est trouver le juste équilibre entre les informations collectées et les fonctions proposées. Quand on vient du dev, moi je viens du dev, on est tout de suite, on a le client qui est prêt à nous faire signer n'importe quoi, à faire beaucoup de fonctions. Je pense qu'il faut savoir limiter le nombre de fonctions pour éviter justement les problèmes par la suite. Surtout ne pas générer de dette technique. Alors on voit souvent dans les projets orientés web, on dit en gros, ok, on fera ça un peu plus tard. Non, quand on a un objet distant connecté, on ne peut pas générer de dette technique. Ou vraiment, il faut que ce soit vraiment minime. Mais surtout se mettre en position de ne pas générer de dette technique. C'est très, très difficile à gérer. Sur la valeur des ops, on voit aussi les apports du cloud. Et je dirais, ils sont nombreux. Les choix qu'on avait faits, c'était aussi au maximum utiliser les services managés pour mettre les ops vraiment au cœur de la valeur qu'on voulait avoir. C'est-à-dire que voilà, il y a quelques petites fonctions, il y a mettre un logiciel distant, sécuriser les échanges, ainsi de suite. C'est là qu'il faut mettre les ops. C'est là qu'ils apportent la grande valeur. Surtout ne pas essayer de gérer ne plus essayer de gérer de l'infrastructure comme on le faisait avant, faire passer le temps des ops à gérer ça. Non, l'ops, il a une vraie valeur ajoutée à justement encadrer ces fonctions qui vont être très très sensibles sur les services qu'on va offrir à nos clients. Alors les pareil, se mettre en disposition pour que les améliorations et les mises à niveau se mettent en flux continu. Nos amis d'Amazon ou d'Azure le font. Vous voyez aujourd'hui, quand vous utilisez du Lambda, vous voyez bien qu'ils changent des serveurs, vous ne le voyez même plus. Donc c'est pareil, on est en tout cas dans une démarche de mise à jour continue. C'est pareil, vous en tant que client, quand vous aurez ce type de service chez vous, vous ne nous attendez pas à ce que tous les soirs on vous dit attendez, tu rebootes ta box le temps qu'on charge le logiciel, ainsi de suite. Imaginez ça multiplié par 26, donc vous aurez froid, vous ne verrez pas la télé, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, mais en tout cas voilà. Donc intégrer le fait qu'il faut faire du flux continu et de façon la plus transparente possible. Le produit va devenir une plateforme que le logiciel valorise de plus en plus avec le temps. Alors ça j'ai été choqué, notamment avec les nouvelles voitures, les voitures connectées.
c'est vraiment une dimension assez intéressante. C'est que dans le temps, quand elle n'était pas connectée, on l'achetait et elle perdait de la valeur. Hein, on n'essayait pas de rattraper un peu sa valeur. Le fait de plus en plus de connecter les voitures, on sent qu'on va quand même continuer à garder de la valeur. Hein, par l'apport du logiciel dans la voiture, en gros, on va continuer à essayer de pousser de la valeur. Hein, c'est vraiment une nouvelle dimension qui est importante à prendre en compte. C'est que votre objet physique, vous avez potentiellement le pouvoir de continuer à lui donner de la valeur. Hein, on ne jette plus à la poubelle dès que le service est plus rendu. Hein, vous avez un asset, et cet asset, il faut gérer sa valeur dans le temps. Et puis je dirais, fini les devinettes sur la simulation et les tests. Aujourd'hui, on a la possibilité de récupérer énormément de données. Ces données, on peut les traiter, on peut les faire tourner. On voit bien que le machine learning, ainsi de suite, apporte énormément de fonctionnalités. Hein. Donc, avant, on faisait de la simulation. Je le voyais dans les télécoms sur les box, par exemple. On faisait, pour essayer de prédire des pannes sur des box, on ponctionnait des logs un peu à droite, à gauche, et puis si on avait de la chance, on tombait sur le bon problème. C'est fini. Aujourd'hui, on peut récupérer toutes les informations. Hein, on peut faire du machine learning dessus. C'est plus de la simulation. On a vraiment les données en temps réel. On peut déjà détecter des pannes. Là, c'est pareil. Donc, mettez-vous en disposition de récupérer les logs, de les analyser en continu. Hein, et ça, je pense que c'est l'Ops qui apporte cette dimension. Hein, cette dimension de mesure, et mesure continue surtout. Alors, je dirais les grands gagnants, et pourquoi on a besoin des Ops, c'est parce que ce seront les garants du ROI. Quand on voyait la mairie tout à l'heure dont je vous parlais, je lui posais la question, mais comment vous allez financer les services qu'on vous met à disposition, hein. Le projet, c'était à peu près 100 kg euros. La commune avait à peu près à financer à hauteur de 20 kg euros, et puis le reste avait été développé par des startups à côté. Et elle nous a dit, on amortira ça sur 4 ans, mais pas sur du budget d'investissement, sur du budget de fonctionnement. Ce qui veut dire que tous ces services de demain vont être payés par de l'argent de fonctionnement et pas d'investissement. L'argent de fonctionnement, c'est celui qui nourrit la maintenance, hein, c'est celui qui nourrit le service dans le temps. Celui qui assure le service dans le temps, c'est bien l'Ops. D'accord ? Celui qui va garantir la sécurité, qui va garantir la sûreté des produits, qui va garantir la pérennité des services, c'est bien l'Ops. Donc c'est vous qui allez être payé grâce au budget de fonctionnement de ces communes, par exemple. Donc ça, c'est important. Si on ne prend pas en compte cette dimension, le design, tel qu'on peut le voir, ne paiera pas, en tout cas, et il n'y aura pas de ROI, en tout cas, lié à l'utilisation des objets connectés. Alors, autre chose assez intéressante aussi, c'est que l'Ops, il va remonter dans la chaîne de valeur. Pourquoi il va remonter dans la chaîne de valeur ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que, comme je vous le disais, dans la phase de conception, dans la phase du design, il est important que l'Ops décrive, en tout cas, un certain nombre de processus. Par exemple, le processus d'appairage. Le processus d'appairage, c'est un processus très, très compliqué qui vise à coupler, en fait, un objet physique, je dirais, à une chaîne et à s'assurer que le service est délivré. C'est le cas quand vous rentrez chez vous avec votre mobile, par exemple, il reconnaît automatiquement le Wi-Fi de votre box. Imaginez que tous les soirs, vous allez rentrer, de retaper le code, ainsi de suite, de dire au bout d'un moment, c'est fini, j'en veux plus. Donc, si on ne conçoit pas le processus d'appairage de façon la plus fluide possible, la plus transparente et la plus sécurisée possible, le service il sera abandonné. Et ça, c'est l'Ops, en général, très souvent, qui est très sensible à ce genre de choses. C'est la facilité, en tout cas, de coupler un objet pour rendre un service. Le développeur, il va se mettre dans le cas nominal et dire OK, il va taper une fois son code et puis ça marchera. Hein, et puis il oubliera. L'Ops, il sera là pour vérifier que le service est toujours rendu, que le monitoring est là. Et c'est vraiment là, je pense, dans ces projets-là, que l'Ops va remonter, en tout cas, dans la chaîne de valeur. C'est très important. Je pense que l'objectif, c'est de reprendre sa place dans la chaîne de valeur et d'être vraiment en contact maintenant du client. Alors,
en termes de conclusion, voilà, je dirais, on a parlé de beaucoup d'enjeux, beaucoup de technologies, on le voit bien. J'ai parlé d'un millefeuille technologique. On voit qu'on a énormément de compétences logicielles dans les télécoms. Il est très très difficile de trouver des gens qui soient multicompétents, qui soient capables de couvrir en tout cas tout le spectre des technologies. Donc on a besoin de savoir-faire et ça tombe plutôt pas mal parce que dans tout ce qui est système embarqué, en tout cas la France est plutôt bien positionnée. On a de bons développeurs, en tout cas C++. Même en Ruby, on est classé 4e. Je pense que la France doit prendre en tout cas une position sur ces sujets-là. Sur le développement en tout cas des box embarquées, enfin des gateways embarqués, puisque demain les systèmes seront de plus en plus intelligents et rendront de plus en plus de services. Et je pense qu'il faut se réapproprier en tout cas ces langages-là pour qu'on arrive à nous positionner très fortement. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je me tiens à disposition. En termes de déploiement sur les projets qui sont en cours en France, il y a un peu de tout sur les boîtiers connectés, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en ressort. Est-ce qu'il y a une vision là-dessus sur Linky? Je ne sais pas tous les noms qu'on a vu passer, les différents fournisseurs, distributeurs qui ont tous chacun leur solution. Oui, alors ce que l'on constate aussi d'un point de vue purement business, c'est que dans le domaine des objets connectés, en général, on essaie de capter les clients avant les technologies. Et quand on capte des clients, en général, à chaque fois, on hérite d'une verticale. On a le cas donc chez Engie avec, je dirais, tous nos services déployés dans le monde. Voilà, le business essaie à chaque fois de racheter des sociétés qui sont plutôt bien positionnées. On est devenu d'ailleurs opérateur Sigfox en Belgique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement de fond d'uniformisation. On sait que les standards ne sont pas forcément là. Et ça, c'est un drame. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a, je dirais, une grappe de clients à l'échelle de centaines de milliers éventuellement, et ben voilà, on a une nouvelle verticale qui tombe et puis on en arrive à être obligé de maintenir autant de verticales qu'on a de services, qu'on a de pays. Alors c'est un produit cartésien et ça va devenir un gros problème. Donc on attend beaucoup des efforts, des normalisations des différents organismes pour essayer à un moment donné de rationaliser, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Alors sur la partie gateway, on voit que certains pays en Europe sont très en avance. Les pays nordiques, ça fait un petit moment qu'ils essaient de faire des choses assez innovantes dans l'énergie. Donc on manipulait pas mal, enfin mis pas mal de solutions open source qui fonctionnent plutôt bien, avec une communauté qui est plutôt active. Donc voilà, donc on essaie de s'accrocher en tout cas à des architectures qui commencent maintenant à être matures. Et par contre qui ne sont pas proches de solutions comme Linky ou Gaspard, qui ont été conçues il y a quand même quelques années. Et là, encore une fois, c'est pareil. Faire des projets de déploiement de plusieurs milliards basés sur une technologie d'il y a presque une dizaine d'années, c'est un peu compliqué. C'est un peu ce qu'on voit. Donc c'est aussi un message, c'est se mettre en disposition de faire évoluer les technologies pour hériter au maximum, en tout cas, de ce qui est en train d'apparaître. Moi j'avais une question plutôt sur la sécurité, parce que là dans l'actualité on voit pas mal de choses, par exemple OVH qui s'est fait attaquer par plus de 150 000 caméras connectées, et donc ça laisse pas mal de questions sur comment la sécurité est embarquée dans ce type de projet IoT. Est-ce que c'est pensé dès le début, ou au final est-ce que ça arrive un peu après quand on s'est pris une attaque? Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Alors surtout pas le traiter après, ça c'est évident. Et pourquoi il faut le traiter avant? Parce qu'aujourd'hui on est sur des systèmes sécurisés où on travaille sur du code embarqué directement dans les chipsets. D'accord? Donc c'est dès la phase de design en tout cas des objets que l'on intègre la dimension sécurité, en cryptant, enfin par différents. Et aujourd'hui on est en contact avec justement un certain nombre de sociétés qui font ça plutôt pas mal. Mais on le fait dès la phase de conception.
notamment pour des problèmes, comme je disais tout à l'heure, de choix de télécom, enfin de protocole de télécommunication. Hein, c'est pareil, parce qu'il faut aussi avoir le bon débit, ainsi de suite. Donc on voit qu'on ne peut pas traiter la sécurité en fin de chaîne. On le traite dès le départ. Et en même temps, on parle de sécurité, mais moi je parle de sûreté, hein, qui est beaucoup plus importante. Hein, puisqu'aujourd'hui, quand vous manipulez un thermostat, hein, il suffit que vous le fassiez dans le mauvais sens et à distance, et bon, on peut avoir des drames. Hein, donc voilà, dès qu'on commence à toucher, en tout cas, à des dimensions un peu tendues, énergétiques, en tout cas, la sûreté vient très très vite. Hein. D'ailleurs, quand on voit les conférences, on parle beaucoup de sécurité, mais assez peu de sûreté. Or, dans les domaines industriels, il y a beaucoup de sûreté. Les ops sont montés, je dirais un peu en... La sécurité, les ops, c'était pas toujours non plus à niveau, mais on voit que la dimension sécurité est plus sensible chez les ops, ça c'est certain, mais que c'est pareil, ils apprennent et ils progressent énormément sur le sujet. Bonjour. On a de plus en plus des objets qui se communiquent entre eux. Est-ce qu'il y a des organismes de standardisation de ces flux où chaque fournisseur impose sa loi? Alors aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de normalisation. Hein. On a hérité en tout cas d'un certain nombre de standards de communication ce qu'on appelle sur le terrain, de field, qui sont encore vivants, hein, qui marchent plutôt pas mal. On voit aussi que c'est l'apanage des constructeurs. Hein. Si ces protocoles disparaissent, globalement, c'est pareil, leurs offres de services diminuent. C'est ce qu'on aimerait, c'est qu'on essaie de converger vers des standards de communication, mais pas encore énormément. Les Américains ont pas mal avancé, notamment sur les problématiques d'effacement. Hein, c'est le fait de pouvoir justement faire disparaître des consommateurs électriques. Ils avaient mis au point ce qu'on appelle OpenADR, qui est vraiment un standard ouvert, qui était plutôt intelligent, qui permettait justement d'aller gérer des assets distants, en fait de les faire découvrir sous forme d'objets logiciels. Ça a plutôt bien marché aux États-Unis et la France ne s'en est pas emparée, est en train de réinventer, enfin l'Europe est en train de réinventer autre chose. Okay. Merci.